Ma sœur a poussé grand-mère dans les escaliers parce qu'elle avait été retirée du testament et elle m'en accuse, mais si mes parents la croient, eux aussi peuvent être dénoncés. Il y a 2 semaines, ma grand-mère, la mère de mon père, est tombée dans les escaliers chez elle. Elle s'est cassé la hanche et le poignet et a dû être hospitalisée. Elle est encore en convalescence. Et si cela est déjà bouleversant, ce n'est pas la partie la plus horrible de ce qui s'est passé. Sans vouloir minimiser son accident, il y a quelque chose de plus sombre qu'un simple malheur. C'est ma petite sœur qui l'a poussée. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qu'on accuse. Laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Quand j'étais petite, ma grand-mère et moi étions très proches. Elle était pratiquement une seconde mère pour moi. Mes parents travaillaient tous les deux à temps plein. Mon père voyageait souvent pour affaires, ma mère travaillait tard dans une société financière. Alors c'est ma grand-mère qui s'occupait beaucoup de moi. Elle m'emmenait à l'école, me préparait des goûters, lisait avec moi, m'aidait pour mes devoirs, tout ça. Certains de mes souvenirs d'enfance les plus réconfortants viennent de sa petite maison chaleureuse. Mais ensuite, quelque chose a changé. Vers mes 8 ans, nous avons presque complètement cessé de la voir. Quand je posais des questions à son sujet, mes parents disaient qu'elle était occupée ou en voyage. Puis, au fil du temps, ils ont affirmé qu'elle ne voulait plus être grand-mère, qu'elle avait besoin d'espace. J'étais dévasté, et trop jeune pour comprendre que ce n'était pas normal. À l'époque, je croyais que c'était de ma faute. Un jour, j'avais renversé du jus de raisin sur un livre relié qu'elle m'avait prêté, un exemplaire rare qu'elle adorait. Pendant des années, j'ai pensé que c'était la raison. Je croyais avoir abîmé quelque chose qui comptait tellement pour elle qu'elle ne pouvait plus me voir après ça. Avec le recul, c'est si triste de penser qu'un enfant ait porté ce poids. Mais personne ne m'a donné une autre explication. Alors j'ai accepté, et j'ai essayé de ne plus y penser. Avançons d'1 an en arrière, après mon départ à l'université. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai essayé d'en parler. Ma mère m'a toujours coupé la parole quand j'évoquais grand-mère. Premier signal d'alarme. Alors je l'ai cherché moi-même. Je l'ai retrouvée sur les réseaux sociaux, j'ai pris contact, et quand nous nous sommes enfin revus, elle a pleuré. Elle m'a serré dans ses bras et ne voulait plus me lâcher. C'était comme si toutes ces années perdues s'étaient effacées en un instant. C'est là que j'ai appris la vérité. Apparemment, mes parents l'avaient écartée parce qu'elle ne considérait pas ma sœur comme sa véritable petite fille. Il s'avère que ma sœur est le fruit d'une liaison qu'a eue ma mère quand j'étais petite, ce que j'ignorais complètement avant cette conversation. Mon père est resté, mais cela a créé une grande fracture familiale. Ma grand-mère ne m'avait pas rejeté. Ils l'ont coupée de nous parce qu'elle refusait de faire semblant que rien ne s'était passé. Elle n'avait jamais voulu cesser de me voir. Elle n'avait jamais cessé de m'aimer. Elle était bouleversée et impuissante. Et tout ce temps, je pensais qu'elle me détestait. Alors, depuis 1 an, nous avons lentement repris contact. Je passais mes week-ends chez elle quand je le pouvais. C'était une guérison pour nous deux. Puis, il y a 2 semaines, c'est arrivé. Ce samedi-là, nous avions prévu de faire une tarte aux pommes ensemble. Elle voulait essayer une nouvelle recette qu'elle avait vue en ligne. Je suis arrivé chez elle vers 10h30, et à ma surprise, ma sœur était déjà là. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu vaguement qu'elle voulait arranger les choses avec grand-mère, ce qui était étrange. Elle n'avait jamais eu de relation avec grand-mère. En fait, elle évitait même de parler d'elle. Grand-mère avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a souri poliment et m'a rapidement prise dans ses bras. J'ai essayé d'y croire. Je me suis dit que peut-être ma sœur faisait un effort, même si ça sonnait faux. Nous sommes allés dans la cuisine et, après quelques minutes, grand-mère a demandé à ma sœur de l'aider à aller chercher quelque chose dans la chambre d'amis à l'étage. Je suis resté dans la cuisine et j'ai commencé à préparer la pâte, à pétrir et mélanger les ingrédients sur le plan de travail. Elles sont parties à peine 3 à 5 minutes. Puis j'ai entendu un grand fracas, suivi d'un cri de douleur. J'ai tout lâché et j'ai couru vers l'escalier. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Grand-mère était allongée en bas des marches, tenant son côté, gémissant de douleur. Ma sœur se tenait à mi-palier, le visage pâle et inondé de larmes. Au début, elle sanglotait, je ne voulais pas, en boucle. Mon cœur s'est arrêté. J'ai cru qu'elle avouait avoir blessé grand-mère. Mais dès qu'elle m'a vu, tout a changé. Elle s'est tue quelques secondes, puis s'est tournée vers moi et a dit « C'est toi qui l'as poussé ». J'étais encore en bas. Je n'avais même pas quitté la cuisine. Mais quand les secours sont arrivés et que mes parents sont venus peu après, elle leur avait déjà raconté au téléphone que j'avais perdu la tête, que j'étais jalouse que grand-mère veuille se rapprocher d'elle, et que je l'avais poussée dans un accès de rage. J'ai raconté à mes parents la même histoire que je vous raconte maintenant, mais ça n'a rien changé. Ils l'ont cru immédiatement. Ils m'ont ordonné de partir. Ma mère m'a hurlé dessus devant les ambulanciers, mon père refusait de me regarder. Grand-mère souffrait trop et n'était pas vraiment consciente quand ils l'ont emmenée. Depuis, je suis banni de sa maison. J'ai été bloqué des discussions familiales. Et apparemment, ils ont raconté à toute la famille élargie que je suis violente et instable mentalement. Ils m'ont traité de sociopathe, de dangereuse, dans des textos et des messages vocaux. J'ai essayé de rendre visite à grand-mère à l'hôpital le lendemain, mais les infirmières m'ont dit qu'elles ne voulaient pas de visite. Je n'y ai pas cru,
Alors j'ai réessayé le jour suivant, et on m'a donné la même réponse. Je ne sais pas si c'est elle qui a demandé à ne pas me voir ou si quelqu'un a dit au personnel de m'empêcher d'entrer, mais j'ai peur qu'elle pense que c'était moi. Quand j'ai finalement réussi à la voir brièvement au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne se souvenait pas clairement de ce qui s'était passé. Elle se rappelle avoir été près de l'escalier, avoir senti une poussée, puis être tombée. Tout est flou, a-t-elle dit. Voilà où j'en suis, accusé d'avoir blessé la femme avec qui je venais à peine de reconstruire un lien, pendant que la véritable coupable se fait passer pour la petite fille parfaite. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens impuissante, manipulée, et franchement terrifiée par ce que ma sœur et mes parents prévoient. À ce stade, c'est sa parole contre la mienne. Si je vais à la police, elle dira la même chose de moi. Et avec mes parents pour la soutenir, ils feront de moi la coupable idéale. Si seulement ma grand-mère se souvenait de quelque chose, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mise à jour 1. Quelques jours après mon dernier message, ma grand-mère a quitté l'hôpital pour être transférée dans un centre de rééducation à court terme afin de récupérer avec les soins appropriés. Je l'ai appris par un de mes cousins, pas par mes parents. Personne dans ma famille proche ne m'a dit où elle était ni comment elle allait. J'ai dû demander autour de moi pour savoir où elle avait été envoyée. Quand j'ai enfin eu l'adresse, je suis venu avec des fleurs et une carte, je voulais juste m'asseoir avec elle et parler, même si elle ne se souvenait toujours pas de tout. Mais je n'ai jamais dépassé l'accueil. Une infirmière est sortie et m'a dit que je n'étais pas autorisé à entrer. J'étais complètement déconcerté. J'ai demandé si c'était une règle médicale ou une décision personnelle, et elle m'a répondu très prudemment que le personnel avait reçu pour consigne, de la part de membres de ma famille, de ne pas me laisser entrer, pour des raisons de sécurité. Apparemment, ma sœur leur a dit que j'étais dangereuse et que je pourrais essayer de finir ce que j'ai commencé, ce sont ces mots exacts. Ce qui est étrange, c'est qu'ils font tout ça sans même déposer de plainte contre moi. Je n'ai pas voulu créer de scène, alors je suis parti. Mais plus tard, j'ai contacté l'établissement de rééducation pour demander une explication officielle. Je n'ai pas menacé d'action en justice ni rien de ce genre, je voulais simplement quelque chose d'écrit. La réponse que j'ai reçue était vague mais a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Le personnel agissait sous instruction familiale, je n'étais pas interdite par la loi ni par le règlement de l'établissement. Tout reposait sur les mensonges qu'ils avaient inventés. Pendant ce temps, j'ai appris que ma sœur vivait désormais chez grand-mère. Mes parents disent qu'elle est là seulement pour surveiller la maison. Pourtant, elle n'y allait presque jamais avant et n'avait aucun lien affectif avec cet endroit, et maintenant, c'est elle qui y habite. Elle ne garde pas la maison, elle s'installe. J'ai commencé à chercher des éléments. J'ai demandé aux voisins de grand-mère s'ils avaient vu ou entendu quelque chose ce jour-là. La plupart ont répondu non, ou qu'ils n'étaient pas là, ou qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Mais une voisine d'en face m'a reconnu et m'a arrêté alors que je passais. Elle m'a dit se souvenir avoir entendu des cris ce matin-là, 2 voix de femmes qui se disputaient. Elle n'a pas distingué chaque mot, mais elle a précisé qu'une voix plus jeune criait quelque chose comme « pas encore coupé » ou « pas encore exclu ». C'était avant mon arrivée. Elle était venue pour affronter grand-mère. Et quoi qu'il se soit dit entre elles à l'étage, cela s'est terminé par ma sœur suffisamment en colère pour la pousser. Peut-être que c'était impulsif, peut-être prémédité, mais le résultat est le même. Et maintenant, elle fait tout pour que personne ne relie les points. J'ai raconté à mes parents ce que la voisine m'avait dit, je pensais qu'au moins ils y réfléchiraient. Mon père m'a accusé de harceler des innocents et d'agir comme une traqueuse. Ma mère m'a dit de laisser tomber, parce que mon obsession ne m'aidait pas. La famille élargie est maintenant quasiment divisée en 2 camps. Et voilà ce qui m'a vraiment poussé à bout, j'ai récemment appris que ma sœur avait trouvé un emploi dans un cabinet d'avocats appartenant à une amie de ma mère. Juste après tout ça, elle est soudainement très occupée, travaille tard et a toujours quelque chose d'important à faire. Mon instinct me dit que ce n'est pas seulement du travail. Je pense qu'elle se prépare à quelque chose de juridique, peut-être une ordonnance restrictive, ou à préparer le terrain si j'essaie de contester le testament. Mes parents ne sont pas discrets. Ils ne cessent de laisser entendre qu'il faut tourner la page et accepter les conséquences. J'ai commencé à voir une amie à moi qui est en école de droit et travaille dans un centre d'aide juridique local. Elle n'est pas encore avocate, mais elle m'aide à comprendre mes droits et le type de preuves nécessaires pour construire un dossier. C'est elle qui m'a encouragé à tout documenter, messages, appels, qui a dit quoi et quand. Donc c'est ce que je fais, capture d'écran, notes écrites, tout. Parce que je ne vais pas les laisser s'en tirer sans conséquence. Je donnerai d'autres nouvelles quand j'aurai plus d'informations, mais pour l'instant je me concentre sur la documentation et ma protection, parce que le petit jeu de ma sœur est loin d'être terminé. Mise à jour 2. Une de mes cousines m'a contacté après avoir vu tout ce qui se passait. Elle vivait autrefois à quelques rues de chez grand-mère et avait gardé le contact avec elle, même après que la majorité de la famille s'était éloignée. Elle m'a dit quelque chose que j'avais besoin de savoir, quelque chose que je n'aurais jamais découvert seul. Elle m'a expliqué que ma grand-mère avait récemment pris une décision, elle voulait modifier son testament. Elle voulait tout léguer à quelqu'un qui avait été présent, quelqu'un qui ne l'avait pas abandonné quand le reste de la famille l'avait fait. Ma cousine m'a dit que grand-mère avait été très claire et lui avait même confié mot pour mot, je veux que ça revienne à la seule personne qui a choisi de revenir,
qui ne m'a jamais menti, qui ne m'a jamais traité comme un fardeau. Cette personne, c'était moi. Pas que tout son argent me revienne, mais la part destinée à mes parents, oui. Grand-mère avait déjà appelé son avocat et fixé une date pour officialiser le changement. Mais cette rencontre n'a jamais eu lieu. La chute est arrivée 3 jours avant ce rendez-vous. C'est là que les pièces du puzzle se sont assemblées. Apparemment, grand-mère avait mentionné ses projets à quelqu'un d'autre. Et il y a de fortes chances que la nouvelle soit arrivée jusqu'à ma mère. Et si ma mère le savait, ma sœur le savait aussi. Cela expliquerait son soudain intérêt pour grand-mère. Cela expliquerait pourquoi elle était si tendue ce matin-là. Parce que grand-mère paraissait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Et surtout, cela explique le mobile. Ce même soir, j'ai pris un risque. Je me suis souvenu que grand-mère laissait parfois son ordinateur portable ouvert. Ce matin-là, ma sœur l'avait utilisé. Elle avait dit qu'elle devait vérifier quelque chose pour l'école parce que son téléphone était déchargé et que grand-mère n'avait pas le chargeur adéquat. J'ai décidé d'aller chez grand-mère, j'ai encore une clé et ma sœur n'a pas changé les serrures. Ma sœur avait envoyé un message sur les réseaux sociaux depuis la maison de grand-mère en utilisant l'ordinateur pendant que j'étais dans la cuisine ce matin-là. C'était à ma mère. Le message disait, elle m'a confirmé qu'elle allait tout laisser à OP. J'ai immédiatement fait des captures d'écran. Ma sœur savait que grand-mère allait la rayer du testament. Elle le savait et elle a réagi. Et cette réaction a conduit une femme de 75 ans à l'hôpital. Voilà ce que j'ai maintenant, un témoin, la voisine de grand-mère, qui a entendu la dispute ce matin-là. Un mobile, l'argent et l'héritage. Une trace numérique de ma sœur paniquée le jour de l'incident. Une chronologie montrant que la chute est survenue juste avant la modification prévue du testament. Je ne sais pas si cela suffit déjà pour engager des poursuites, mais j'ai contacté un avocat et pris rendez-vous. Au minimum, je veux que tout soit consigné. S'il compte se battre salement, je veux avoir un coup d'avance. Mise à jour 3. Les choses évoluent plus vite maintenant, et dans la bonne direction. Après ma dernière mise à jour, je me suis assise avec l'avocate recommandée par mon amie. Elle a tout examiné et m'a dit franchement que même si nous n'avons pas encore de preuves irréfutables, il y a largement assez pour commencer à me protéger, surtout si ma sœur tente quoi que ce soit sur le plan juridique. Et elle m'a averti que, vu comment les choses se déroulent, il est fort probable qu'il le fasse. La première étape qu'elle a entreprise a été de m'aider à rédiger 2 lettres officielles. La première était adressée au centre de rééducation où ma grand-mère se remet. Dans cette lettre, nous avons précisé qu'il n'existe aucune ordonnance du tribunal, aucune accusation criminelle, et aucune raison légale de me traiter comme une menace ou de limiter mes visites. Je n'ai pas encore reçu de réponse, mais on m'a dit que la lettre avait bien été livrée. La seconde lettre était destinée à mes parents, envoyée par courrier recommandé. C'était une mise en demeure leur ordonnant de cesser immédiatement de répandre des mensonges à mon sujet, en particulier l'accusation selon laquelle j'aurais agressé grand-mère. L'avocate a dit, nous établissons une trace écrite légale, ce qui est important si la situation s'aggrave. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se produire ensuite. Le même avocat que ma grand-mère avait contacté pour réviser son testament, celui qu'elle n'avait jamais rencontré, m'a contacté. Il a obtenu mon numéro par l'intermédiaire de mon cousin, qu'il avait apparemment appelé après notre conversation. Il m'a expliqué qu'avant sa chute, ma grand-mère avait demandé une révision de son testament. Elle avait dit vouloir retirer mes parents et mettre à jour les termes pour refléter le fait que j'étais son principal contact et son bénéficiaire. D'après lui, elle avait été très claire. Il a ajouté qu'elle ne faisait pas confiance à ma sœur et voulait tout léguer à la personne qui avait toujours été là pour elle. Mais comme elle n'a jamais pris rendez-vous, l'Ancien Testament reste en vigueur. En apprenant cela, j'ai immédiatement appelé mes parents. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent bien, mais je voulais voir leur réaction face au changement de testament. Et j'enregistrai l'appel. Ma mère m'a accusé d'avoir manipulé grand-mère pour tout changer. Mon père m'a traité de répugnant. Ils ont dit que je complotais pour profiter de la vie de grand-mère afin d'obtenir son argent. J'ai essayé de rester calme et je leur ai expliqué que j'avais appris l'existence de cette révision par l'avocat. Je leur ai aussi rappelé que ma sœur n'avait même pas de relation avec grand-mère jusqu'à récemment, donc ce que je disais avait du sens. C'est là que ma sœur est intervenue. Je n'avais même pas réalisé qu'elle était sur la ligne jusqu'à ce que je l'entende crier en arrière-plan. Puis elle a dit quelque chose qui a choqué tout le monde, y compris elle-même. J'avais dit que si grand-mère se rétablissait, et que ma sœur n'était pas responsable de sa chute, elle pourrait probablement réparer leur relation, mais que si elle avait la moindre responsabilité dans ce qui s'était passé, elle ne recevrait probablement rien. Elle a alors déclaré, c'était juste un accident, je n'avais pas prévu de la pousser. Puis, silence complet. Mon père a marmonné qu'elle ne devrait pas répéter cela, et ma mère m'a dit que je ferais mieux de ne jamais en reparler si je savais ce qui était bon pour moi. Puis ils ont raccroché. J'ai tout. Chaque mot de cet aveu. Elle n'a pas explicitement dit qu'elle avait poussé grand-mère dans les escaliers, mais elle a reconnu que ce qu'elle avait fait, elle le considère comme un accident. C'est plus que tout ce que nous avions jusqu'ici. Mon avocate dit que cela pourrait suffire à engager des démarches. Cela renforce ma position, surtout combiné au témoignage du voisin, à l'email et au mobile. Grand-mère est toujours en convalescence et nous essayons de ne pas la submerger, mais son avocat est désormais au courant de tout.
Et si elle est bientôt assez bien pour parler, nous pourrions avoir sa déposition complète. Je ne suis pas encore tiré d'affaire, mais il y a assez d'éléments pour déposer une plainte officielle auprès de la police. Et maintenant, ce ne sera plus sa parole contre la mienne, ce sera sa parole contre ses propres paroles. Mise à jour 4. C'est enfin terminé. Ou du moins, la partie où je devais me défendre contre des mensonges, de la manipulation et du gaslighting. Maintenant, l'histoire s'est inversée. Après ce dernier appel, où ma sœur a commis l'erreur d'admettre qu'elle avait poussé grand-mère, les choses ont rapidement commencé à s'effondrer. Seulement 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Ma grand-mère était enfin lucide et capable d'avoir une vraie conversation. Une infirmière du centre de rééducation m'a contacté en privé et m'a dit que grand-mère avait spécifiquement demandé à me voir. J'y suis allé, cette fois avec la lettre de l'avocat déjà livrée et reconnue. Plus aucun accès bloqué. Le jour de sa chute, ma sœur s'était présentée sans y être invitée. Grand-mère était confuse et nerveuse, mais elle l'a laissé entrer. Ma sœur a apparemment essayé de la convaincre qu'elle n'était pas responsable de l'infidélité, qu'elle n'avait personne, et que grand-mère lui devait une seconde chance. Grand-mère lui a répondu qu'elle avait raison, qu'elle n'était pas responsable de ce que ma mère avait fait. Mais leur conversation s'est arrêtée parce que je suis arrivé. Ensuite, lorsqu'elles sont montées à l'étage, elles ont repris leur discussion, et ma sœur a parlé du testament. Grand-mère lui a dit qu'elle ne la connaissait toujours pas assez bien pour aborder ces sujets. C'est là que ma sœur est devenue agressive. Ma sœur l'a violemment poussée, juste en haut des escaliers. Grand-mère a dit que la prochaine chose dont elle se souvient, c'est de s'être réveillée dans un lit d'hôpital rempli de tubes, les bras dans le plâtre. J'ai demandé à grand-mère de répéter tout cela devant son avocat 2 jours plus tard, juste pour que ce soit consigné officiellement. Je ne voulais pas que cela se transforme encore une fois en une affaire de parole contre parole. Mon avocat a pris toutes ces informations et a déposé une plainte officielle. Elle a été transmise directement à un détective de l'unité de protection des personnes âgées. Au début, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Je m'attendais encore à ce que quelqu'un ignore l'affaire comme auparavant. Mais cette fois, les choses ont bougé. Une semaine plus tard, ma sœur a été arrêtée. J'ai reçu l'appel pendant que j'aidais grand-mère à organiser ses recettes. Les chefs d'accusation sont maltraitance envers une personne âgée, agression sur une personne âgée, et fausse déclaration au secours, puisqu'elle avait déclaré que grand-mère avait des problèmes de coordination et que c'était la cause de la chute. Elle est détenue en attendant une audience sur la caution, mais le bureau du procureur examine l'ensemble du dossier, d'après ce que j'ai entendu par mon cousin, qui est encore assez proche pour avoir des informations. L'avocat commis d'office de ma sœur essaie de plaider que la chute était un accident et qu'elle était émotionnellement instable. Et voilà où les choses deviennent encore plus tordues. Après l'arrestation, mes parents ont essayé de changer de stratégie. Mon père m'a appelé le lendemain, faisant semblant que tout était normal, demandant des nouvelles de grand-mère, comme s'ils n'avaient pas défendu leur fille après sa tentative de meurtre à peine quelques heures plus tôt. Je lui ai dit que je ne leur parlerai plus. Ma mère a envoyé un message disant qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas quoi croire, qu'elle ne voulait pas m'éloigner, que grand-mère était confuse et que je ne devais pas prendre ses paroles au pied de la lettre. Parfait, une preuve de complicité. Je n'ai pas répondu, je les ai tous deux bloqués après avoir sauvegardé le message. En ce qui concerne le testament, grand-mère a rencontré son avocat la semaine dernière. Elle a tout mis à jour. Ma sœur ne recevra rien, et ma mère non plus. Cette part est désormais à mon nom, ainsi que d'autres pouvoirs comme les décisions médicales, etc. Mon nom figure sur tous les documents pertinents. J'ai la procuration et le contrôle total de ses soins médicaux. Nous travaillons également à transférer le titre de propriété de sa maison dans une fiducie, afin que, même s'il arrive quelque chose à grand-mère à l'avenir, personne ne puisse le contester. Tout est sécurisé. Elle se rétablit progressivement, elle souffre encore, elle est encore fatiguée, mais son élocution s'améliore et elle est de plus en plus présente chaque jour. Maintenant, elle sait tout. Elle a pleuré quand je lui ai dit que mes parents avaient menti et avaient essayé de m'empêcher de la voir. Mais elle m'a aussi dit qu'elle était fière de moi de ne pas avoir abandonné, d'avoir tout fait pour la protéger alors que personne d'autre ne l'a fait. La dernière fois que je lui ai rendu visite, elle m'a dit qu'elle se sentait enfin en sécurité. C'est tout ce que je voulais depuis le début. Quant à la suite, mon avocate prépare une ordonnance restrictive contre ma sœur au nom de ma grand-mère. Elle travaille aussi sur des poursuites civiles, l'une contre mes parents pour diffamation et dissimulation, et une autre contre ma sœur. Et peut-être encore une contre le centre de rééducation pour m'avoir refusé l'accès tout en laissant entrer son agresseuse. Nous allons également compléter le rapport de police en y ajoutant des preuves concernant mes parents. Mise à jour 5. Cela fait presque 9 mois que ma sœur a été arrêtée, et maintenant les choses sont à leur juste place. Ma sœur a été officiellement inculpée pour maltraitance envers une personne âgée, obstruction à la justice, agression sur une personne âgée, et tentative de meurtre. Son avocat commis d'office a essayé de réduire les charges à un simple délit, invoquant son état mental. Mais avec le témoignage de grand-mère, l'aveu audio, et plusieurs déclarations de témoins, y compris le voisin et le personnel médical qui avaient relevé des incohérences dans le rapport initial, l'accusation n'a pas cédé. Au tribunal, ma sœur a à peine parlé, elle fixait juste la table pendant que son avocat faisait tout.
Quand grand-mère est entrée dans la salle d'audience en fauteuil roulant pour témoigner, ma sœur n'a même pas levé les yeux. Elle a fini par accepter un accord de plaidoyer. Elle purge 8 ans de prison dans le comté, suivi de 5 ans de probation. Dans le cadre de ces conditions de probation, elle n'a pas le droit d'avoir de contact avec grand-mère ni avec moi. Les ordonnances restrictives ont été accordées et rendues permanentes. Elle a également été obligée de suivre un programme de gestion de la colère supervisé par le tribunal ainsi qu'une évaluation psychiatrique. Le juge a été très clair, toute violation entraînera la peine maximale initiale pour tentative de meurtre, 30 ans. Quand la sentence a été prononcée, ma sœur a pleuré, et grand-mère et moi avons ressenti un immense soulagement. Quant à mes parents, puisqu'ils n'ont pas participé directement à la tentative de meurtre, ils n'ont écopé que d'amende et de 6 mois de probation. Mes parents sont restés silencieux un moment. Pas d'appel, pas de mais, juste le silence. Puis, sans prévenir, j'ai reçu une lettre papier de ma mère. Elle a essayé de la présenter comme une branche d'olivier. Elle disait qu'elle ne savait pas à quel point les choses avaient dégénéré. Elle affirmait qu'elle n'avait jamais voulu que quelqu'un soit blessé, qu'elle avait fait confiance à la mauvaise fille et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ma sœur était manipulatrice. Elle disait que peut-être elle et mon père n'avaient pas géré les choses correctement. C'était soigneusement rédigé pour éviter de constituer une nouvelle confession de culpabilité. Je n'ai pas répondu. J'ai remis la lettre à mon avocate au cas où elle servirait dans une future action. Nous n'avons désormais plus aucun contact. Je n'ai plus eu de nouvelles et j'espère que ça restera ainsi. Grand-mère va mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Sa guérison est lente, mais va dans le bon sens. Elle peut maintenant marcher de courtes distances avec un déambulateur, et son élocution s'est beaucoup améliorée. Elle a repris la lecture, le tricot, et même un peu de cuisine avec de l'aide. Elle bénéficie d'une aide à domicile en semaine, mais insiste pour garder autant d'indépendance que possible. De la pure obstination. Nous sommes devenus plus proches après tout ça. Je suis chez elle presque un jour sur 2 maintenant. Parfois, nous restons simplement assis en silence à profiter de notre présence mutuelle. D'autres fois, nous parlons de tout. Il y a une nouvelle honnêteté entre nous qui n'existait pas avant. Et cela compte énormément pour moi. La maison et le testament, tout est finalisé. La maison est désormais placée dans une fiducie. Mon nom y figure comme fiduciaire. Tous les documents concernant la procuration médicale et financière sont officiellement déposés et reconnus par l'État. Personne ne peut interférer ou contester. Le nom de ma sœur n'apparaît sur aucun document. Pas plus que celui de mes parents. L'avocate a rendu le tout inattaquable. Ce qui n'est pas encore terminé, ce sont les poursuites civiles qui, je ne sais pas si c'est toujours comme ça ou seulement cette fois, avancent plus lentement que les affaires criminelles. Je ne me plains pas, faire mettre ma sœur derrière les barreaux était la priorité. J'imagine que ce sera ma dernière mise à jour quand tout cela sera terminé. Mise à jour 6. Nous y voilà, quelques mois plus tard, prêt à vous raconter la fin de mon histoire, ou du moins, je l'espère. La plainte civile contre le centre de rééducation a été la plus lucrative de toutes. C'est l'avantage de poursuivre une entreprise. Nous avons obtenu près de 100 000 $ pour m'avoir interdit de voir ma grand-mère, puisqu'ils avaient accepté de l'argent supplémentaire pour s'assurer que je sois tenu à l'écart. Il n'y avait aucune ordonnance contre moi, donc c'était injustifié, très injustifié, de me refuser l'accès. Mes parents ont également été condamnés à un peu plus de 16 000 $ pour diffamation et pour avoir payé le centre afin qu'on m'empêche de voir grand-mère. De son côté, ma sœur a dû verser environ 26 000 $ rien que pour avoir menti et m'avoir causé un préjudice émotionnel avec tout ce qu'elle a fait. Cet argent provenait des quelques biens qui lui restaient. Cela fait mal de tout prendre à quelqu'un qui n'a plus rien, mais ensuite on se rappelle que c'est ma sœur et ce qu'elle a fait, et on se sent très satisfait. Je pense que ma famille en a eu plus qu'assez pour ne plus jamais nous déranger, donc je suis confiant que ce sera la dernière fois que j'aurai à écrire à leur sujet. Ma grand-mère va beaucoup mieux et son rétablissement est estimé à 80%. D'ici quelques mois, elle sautera sur un pied et sortira faire ses promenades matinales comme toujours. Je veux juste remercier tout le monde et dire au revoir.